Salut tout le monde et bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié au mouvement Restore the Snyderverse. J'espère que tout le monde va bien dans ces moments d'incertitude pour Warner Bros. Pour nous tout va bien, mais il y a du monde sur quelques sièges éjectables, en tout cas on l'espère. Et on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Je suis en présence de Dwayne, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis qu'on l'a lancé, vous l'avez sûrement déjà vu. Et aujourd'hui j'ai invité mon pote Ellie, qui est cinéphile, avec qui on s'entraîne et on parle souvent de cinéma. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir aborder un peu le sujet DC Comics avec quelqu'un qui est en dehors de la communauté, parce que nous, on a les pulls, les t-shirts, on est soi-disant pas très objectifs. On est bagués. Putain, ça c'est incroyable. Tu es officiellement le seul homme que je connaisse qui a un anneau et du pouvoir. Et voilà. Et donc voilà, comment ça va les gars? Ça va, hein? Heureux d'être là. Ok, c'est cool. C'est vrai que c'est devenu un podcast annuel, voire, je sais pas comment on dit, pour tous les 2 ans. Tellement il y a trop d'actualité, en tout cas, qui va dans notre sens, parce que la dernière fois on en a fait un ou deux de temps en temps, mais avant, pour te donner un peu l'idée, Ellie, on faisait ça de manière vraiment très fréquente. Je l'ai lancé en 2020, le podcast, et c'est un petit truc un peu confidentiel pour le plaisir, mais en ayant genre 10 followers, on faisait des 200, des 300 vues. Je trouvais ça cool, parce qu'après on échangeait en commentaire, tout ça, parce que on se disait qu'il n'y a pas de podcast français sur ce sujet, en tout cas. La communauté de fans qui a aidé à sortir ce fameux Justice League Snyder Cut, c'était même les Français parlent tous anglais sur Twitter, quoi, parce que forcément faut comprendre. Mais ça a été cool, on a lancé ça, et puis avant on avait beaucoup de choses à dire. C'était avant la sortie du film, après la sortie du film, et jusqu'à 2022. Pour info, on était très très proche d'avoir Justice League 2 et 3. La preuve, Henry Cavill, son retour avait été annoncé en grande pompe, The Hollywood Reporter, et le jour où ça s'est pété la gueule, on a fermé la boutique, on s'est dit on n'a plus grand chose à dire. De ouf. On n'allait pas parler de ce qu'il y avait de mal. Mais ouais, là on va avoir des choses à dire, parce que là il y a des signes, ça s'active un peu sur internet, et c'est intéressant parce que ça rappelle ce qu'on a vécu vraiment en 2019. C'est-à-dire que le mouvement s'était lancé en 2017 quand le film était sorti et qu'il avait floppé, le premier Justice League au cinéma. Mais c'était mort, quoi. On savait que les nouveaux exécutifs voulaient absolument pomper Marvel. Ils ont fait leur Shazam, ils ont fait tous leurs trucs, les Birds of Prey et compagnie, là. Et puis un jour, après avoir soufflé sur les braises suffisamment longtemps, il a commencé à se passer quelque chose. Et là, on voit le même genre de signe apparaître. Donc j'ai mon petit listing, on va en parler après. Mais avant tout, Ellie, je te propose qu'on discute un peu avec toi de ton rapport à DC Comics. Comme ça, tu peux nous dire un peu ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Si DC Comics pour toi c'est que les films, ou est-ce qu'il y a des jeux, de la BD, est-ce que c'est depuis l'enfance, est-ce que c'est récent? Non, pour moi, tu vois, je suis un peu en dehors de la. Donc je suis un gros cinéphile, ça c'est la première chose. Ok, assez éclectique, ok, piqué de plein de trucs, mais genre tous les cinémas m'intéressent. Je trouve la création c'est incroyable. Et sur la spécificité de ce qui concerne les comics, moi mon aventure avec les comics ça a démarré avant le cinéma, hein. C'est-à-dire que j'ai eu une période de ma vie où je lisais beaucoup de comics. Ok, je dois ça à un pote d'enfance qui on en lisait, on en volait, on faisait tout ce qu'on pouvait. Donc j'étais un gros consommateur de comics et d'une certaine période de manga. Et moi, mon premier rapport, on va dire, avec le film de genre de super-héros, c'est clairement le Batman de Tim Burton. Ok, le premier, même si le deuxième est vraiment celui qui m'est le plus cher. Et Batman, pour parler de lui, a toujours été un peu le héros que j'ai préféré. J'ai eu la chance aussi d'avoir un adulte proche de moi quand j'étais enfant qui a alimenté un petit peu, tu vois, cet amour pour la bande dessinée, et qui m'a même inspiré à dessiner pendant un temps. J'ai fait beaucoup ce truc-là. Il y a toute une partie de ma vie où je pensais que je serais illustrateur. Tu vois, après la vie m'a rattrapé et du coup maintenant je fais que me plaindre du travail des autres. Mais en gros, voilà, le cinéma est un truc qui me passionne. Je trouve que raconter des histoires, c'est un truc qui est passionnant. Et je t'avoue que
à l'ère du cinéma moderne dans ce qui se fait chez les gros studios. J'ai beaucoup de mépris pour tout le travail de réalisation, ou parce que tu t'adresses à un public large, tu prends systématiquement les gens pour des abrutis, et c'est ce que malheureusement parfois je retrouve. Et donc pour en revenir à Snyder, en l'occurrence mon premier rapport avec lui, peut-être comme beaucoup, c'est avec 300. Je pense que beaucoup, en tout cas d'Européens, ont dû comprendre son travail ou avoir une première perception de son boulot avec ça, qui moi est un film que j'ai trouvé marquant. Après, Watchmen a pris la foulée. C'est plus comment dire, c'était peut-être plus fallait connaître les comics, fallait avoir envie de s'imprégner, fallait aller chercher pour rentrer dedans. Mais pour moi, c'est vraiment une œuvre, Watchmen, qui est sous-cotée en termes de respect par rapport à la BD. Et puis ensuite, j'ai des rapports plus mitigés avec Superman et la Ligue de Justice, mais je lui tire pas dessus parce que entre les reshoots de Joss Whedon, les choses faites un peu à l'arrache et les effets numériques douteux sur la moustache de Cavill, bref, on sentait déjà qu'il y avait des conflits dans le studio. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que comparé à beaucoup d'autres réalisateurs et beaucoup de gens qui sont dans le divertissement grand public ou dans le traitement des comics, etc., au moins il avait une vision qui était claire, qui était autant que possible, parce que c'est compliqué quand tu gères ce genre de bateau, mais en tout cas sans compromis. Et je pense que c'est pour ça que plus le temps passe, plus son travail y marque, parce que les gens, c'est notamment avec des héros comme Batman, qui ont eu plein de visions, plein de lectures, en fait ils ont envie d'embarquer là-dedans. Et j'irai même plus loin, je pense que c'est pour ça que même le projet de Matt Reeves et le premier Batman, tu peux aimer, ne pas aimer, mais il a trouvé son public parce que les gens étaient contents de se faire embarquer dans une vision du personnage. Et que là, j'imagine que vous en parlerez mieux que moi, mais dans ce qui a été fait sur les 5 dernières années, on peut dire que voilà, à minima, ça cabotine, quoi. et que les fans en sont les victimes, puisque tu vois même pas quelle direction ça prend et que tu n'as pas l'impression qu'il y a un vrai projet derrière. Ouais, clairement, chez Warner et DC, c'est ce qu'on leur a reproché finalement depuis, on va dire 2016-17, où ça a commencé à partir en live. C'est que on les a entendus combien de fois dire qu'ils prenaient enfin la bonne direction. Mais les gars, il y a déjà une direction qui a été amorcée, qui a plu, pas à tout le monde, mais qui a plu, qui a été rentable financièrement. Il y avait juste à continuer en fait. Et c'est vrai que Matt Reeves, par exemple, moi son Batman, j'ai pas forcément kiffé de ouf, mais effectivement il a son truc. Et si on regarde bien, c'est les films d'ici qui cartonnent, c'est toujours ceux qui sont adultes, assumés, qui respectent l'univers et qui cherchent pas à faire du Disneyland. Ça a été vu, mais ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point, mais on est vraiment dans une boucle temporelle, on dirait un bug, t'es dans un jeu vidéo qui bug, tu te prends le mur, et tu te prends le mur. En fait, les rachats de Warner n'ont jamais, à part la sortie du Snyder Cut, n'ont pas corrigé le tir. On a encore eu des gens qui se sont dit, pour que ça plaise, il faut que ce soit grand public, qu'on puisse vendre un max de jouets, et en fait, ça marche pas. Ça marche jamais. Franchement, moi, j'ai un souvenir particulièrement dégueulasse déjà du Superman Returns, ok. Et j'avoue que contrairement à toi, j'ai pas forcément une inimitié de base si grande envers James Gunn, ok. Mais quand j'ai vu le dernier opus, j'imagine que vous nous amènerez dessus, mais je pensais pas qu'il serait capable de reproduire les mêmes erreurs qu'un film qui avait déjà floppé entre guillemets il y a déjà 10-12 ans en arrière. Et ouais, comme tu dis, oui, effectivement, ils sont dans un cycle, alors qu'il y a des images, moi qui suis fan de comics, si vous aimez Superman, tout le travail d'Alex Ross, par exemple, autour de Superman, tu peux mettre de la couleur, tu peux avoir une vision différente, mais avoir aussi une histoire hyper mature autour du perso, et c'est pas du tout le traitement qui nous a été filé, là, à mi-chemin entre un cartoon de Cartoon Network et un Smallville chelou. Alors, franchement, c'était pas fou. Superman Returns, c'est 2006. Hein. Superman Returns, c'est 2006. Je suis 19 ans. Je suis vieux, putain. Désolé, les gars. mais Superman, j'ai plus d'excuses pour Superman Returns parce que je me dis, ils ont tenté de faire un truc hommage, ils ont voulu faire du neuf avec du vieux, etc. C'était pas bon, mais je voyais au moins le truc. Mais là, j'avoue que... Justement, avec Returns, il y avait déjà le problème
de vouloir refaire du Christopher Reeves. Et là, ils refont ça en allant chercher jusqu'à la musique et tout, et je trouve ça, enfin, c'est vraiment particulier de voir à quel point un studio qui n'arrive pas à apprendre de ses erreurs, et jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, si on parle de rachat ou quoi, si James Gunn se fait éjecter, on va encore avoir des histoires de reboot sur reboot sur reboot sur nouvelle direction. Enfin, c'est assez particulier. On parlait tu parlais de ton rapport à Snyder, tout ça. Tu disais un peu les films que tu avais aimés chez lui. Tu as vu sa version de Justice League? Oui, oui, bien sûr. Ouais, alors, moi j'ai un truc quand même, c'est que moi j'aime voir les films au cinéma. Ok, donc je regarde tout, mais c'est M. Night Shyamalan, le mec qui a réalisé Sixième Sens. Il dit quand tu regardes un film chez toi dans ton salon, il dit ce que t'achètes, c'est quand t'achètes le DVD ou la VOD, t'achètes le souvenir de ce que t'as ressenti au cinéma. Donc j'ai regardé la Snyder's Cut, je l'ai regardé à la maison, dans le noir, dans de bonnes conditions, en faisant monter mon risque de diabète comme il faut avec de la bonne bouffe. Mais j'aurais été curieux de voir ce que j'aurais ressenti en ayant vu, tu vois, au cinéma dans de bonnes conditions. Mais j'étais quand même content, surtout quand on connaît un peu l'histoire de Snyder, etc., son deuil personnel et tout. Voilà, j'étais content de voir le film. Et je trouve que c'est l'une des rares fois où quand même vous avez collégialement réussi à faire plier quand même l'industrie. C'est-à-dire qu'on a été au-delà du fan service, quoi. Vraiment, je sais pas combien ça a coûté de faire la Snyder Cut, mais bon, c'était un vrai move, quoi. Et alors, il y a des rumeurs qui parlaient de 70 millions additionnels. C'est ce qui a été dit comme étant officiel, mais 68 pour Zach et 2 millions pour le monteur. Non, mais on sait pas, parce que honnêtement, ça a pas été dit dans The Hollywood Reporter, qui en général est the source, the fiabilité. Et du coup, j'ai toujours pris ce chiffre avec des pincettes, mais c'est le chiffre qui est le plus ressorti, pour donc terminer les VFX sur les scènes où qui manquaient, en fait, les effets spéciaux et les tournages additionnels. En tout cas, on aurait pu t'aider à vivre. Je sais que ça le démange de depuis tout à l'heure à vivre ça. C'est dommage, on s'est connus quelques temps après, mais on a. C'est à combien de temps, Dwayne 3 ans? Ça passe vite. Hein. Ouais. On a organisé une projection dans Paris. Ah ouais. C'est génial. Ah là, j'avais pas compris. Il a eu mal. Non mais là, j'ai senti la douleur dans la voix. Bah ouais, en plus je trouve ça hyper puissant. Bah j'aurais adoré. Franchement. C'était de la bombe. Franchement, c'était de la bombe. On a fait ça dans un cinéma à Montparnasse. On l'a pas fait pour la sortie. C'était compliqué. On a dû le faire 1 an après. Et non, c'était vraiment cool. On a passé un bon moment et effectivement, on avait beau le connaître. Moi, quand le film est sorti, je l'ai vu. J'étais encore formateur à l'époque et mon bureau à Noisy-le-Grand, c'était en plein Covid. J'amenais tout plein de potes et tout. Projecteur sur le mur blanc, boum. Donc on avait déjà ce petit truc. Mais ouais, au cinéma, c'était cool. C'était vraiment un vrai bel événement et c'était vraiment beau à voir. Ouais, c'était vraiment l'immersion. Et vraiment, la salle était pas trop mal en plus pour le son était vraiment. En vrai, là, je vais te faire saliver parce que je vais te le raconter, je vais te faire saliver. C'était incroyable. Mais ouais, on a fait plier le studio et puis en fait, on était aussi assez proche de le faire plier une seconde fois. Alors ça me fait toujours un peu chier. Moi. À la limite pour le Snyder Cut, dire le faire plier, oui c'est vrai, parce qu'on avait une armée d'execs face à nous qui peu importe les chiffres, ils ont dit non, ce sera pas lui en fait, même si c'est rentable. Et on n'était pas loin d'avoir le 2 et le 3, donc c'est ce qui allait conclure l'histoire. L'idée c'était pas d'avoir 20 films comme au MCU, mais c'était d'avoir un gros Seigneur des Anneaux, mais c'est super héroïque. Et ça s'est passé lors du rachat par Discovery. Et le Snyder Cut, lui, a été validé lors du rachat par AT&T. Okay. En fait, Warner Bros, c'est un peu la pute d'Hollywood en ce moment. C'est instable financièrement et à tous les niveaux. Ouais, j'ai pas entendu instable et quoi? Il dit c'est instable à tous les niveaux. Ouais. Donc du coup, même James Gunn, qui était quand même vachement privilégié, il a été mis à la tête du studio, notamment par un ancien exec. Alors évidemment, j'ai pas la preuve, mais
C'est-à-dire que chez Warner, t'avais un mec qui s'appelait Toby Emmerich, qui a mis des bâtons dans les roues à beaucoup de monde. Ice Cube lui en veut pour son 4e Friday, et notamment Snyder. C'est le genre de gars qui avait dit à Snyder, ok, ton film il est bien, on va le sortir sur notre plateforme HBO Max. Enfin, il est bien, on se comprend, mais on va le sortir dans l'état actuel, sans finir les scènes, les VFX et tout. Voilà, ce genre de gars qui il leur a dit, bah non, en fait, on fait jamais ça. En plus, ça vous donnera déjà, c'est pas un truc qui se fait, mais en plus de ça, comme ça, vous allez pouvoir dire, tu vois, on te l'avait dit, c'était pas si bien que ça. Jamais. Mais bon, bref, lui, je peux t'en parler pendant longtemps. C'est lui qui mentait dans la presse pour dire, oui, Joss Whedon va faire tout ce que Zack a fait, il va finir son film. Et en fait, ce gars-là a pris James Gunn sous son aile. Pourquoi, je sais pas. Et lui a toujours laissé tous les droits. C'est-à-dire, pendant que nous, on essayait de faire sortir ce film, James Gunn a tourné The Suicide Squad dans absolument tout ce qu'il voulait. Superman, pareil. Et en fait, ce gars-là n'arrêtait pas de dire... il est arrivé au bureau en disant James Gunn's Superman, James Gunn's Superman. Et bizarrement, un jour, James Gunn, peu de temps après, dès qu'il y a eu le rachat, changement d'exec, CEO, plus auteur, réalisateur, enfin tout... ça fait beaucoup. Ça fait la beaucoup. Branche d'ici. Ouais. Et du coup, on a eu... Celui qui laissait la branche d'ici, celui qui gère la branche d'ici, bon, il est pas seul, parce qu'il y a quand même quelqu'un d'autre, mais il a pris le lead de la branche d'ici, alors que le mec, il a quoi de succès à son actif, parce que même The Suicide Squad n'est pas un succès chez DC. Je pense que c'est Gardien de la Galaxie, sa carte de visite. Oui, clairement. Très clair. Le 1. Le 1. Parce que il y en a fait combien? 2, 3? 3, je crois qu'il y en a 3. Le 3, Après, on peut ne pas aimer, mais ça a marché auprès des fans de Marvel. D'ailleurs, vont voir les Gardiens de la Galaxie, ils vont pas voir un film de James Gunn. Oui, parce qu'en fait, c'est la marque Disney, c'est la marque Disney qui joue. C'est après, ils vont aller au parc d'attractions, ils vont revoir les personnages. C'est tout le marketing qui fait que le film fonctionne. Mais en fait, tout ça pour dire qu'il y a eu on a été habitué à ces rachats, et quand il y a un rachat, il y a toujours des nouvelles équipes. Donc même James Gunn qui a été pistonné, qui était annoncé comme étant le gars safe pour 10 prochaines années et tout, bah en ce moment, ça sent pas très bon. Et Warner est officiellement en vente. Donc Paramount a déjà fait des propositions qui ont été refusées. Il y a plusieurs studios. Moi, je dirais pourquoi pas Universal, parce qu'il y a Christopher Nolan là-bas, ça serait bien. Si Nolan peut récupérer DC qu'il avait à la base, ça sauverait le bébé. Et on a vu plusieurs rumeurs sortir récemment. Pas rumeurs, plusieurs signes. Et c'est ça qui a été assez particulier, c'est qu'au moment de la mise en vente, Zack Snyder a créé un compte Instagram sur laquelle il a fait la promotion du film qu'il est en train de tourner. Et comme par hasard, il se met à parler de ses souvenirs, du genre des photos de tournage, des films qu'il a aimés. Et on peut voir que c'est assez spécifique. Alors ça pourrait être juste un réal qui parle de ce qu'il a fait parce qu'il en est passionné. On est d'accord là-dessus. Sauf que déjà la première photo qu'il poste Henry Cavill en disant que... Oh, elle est où ma caméra? Ah ouais, mince, il y a le background. Il poste la photo d'Henry Cavill. On voit que je suis pas habitué. Ah bah, je suis en train de me dire, surtout si tu déconnectes ton fond virtuel et qu'on voit que tu vis dans un donjon SM, tu vois, je me dis vraiment, là, je tape une barre incroyable. Ouais, voilà. Donc, d'ailleurs, elle est à 631 k de likes. Lui, il en est à 218. Donc, comme quoi, sa photo a vraiment buzzé parce que Henry Cavill a, je pense, bien marqué. Il est presque à 10 000 repartages, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi Instagram nous propose aussi. Et on peut repartager les photos. Et du coup, il est à près de 10 000 repartages. Hein. Ouais. Enfin, on peut reposter les photos. Et après, il y a 30 000 partages. Ouais. Enfin, c'est quand même énorme. Enfin, je crois que je faisais la petite blague pour ça dernièrement. Il y a tac. Je crois que c'est James Gunn pour son Man of Tomorrow. Il est à 700K de likes et 253 partages, 253 000 partages. Pareil. Là, tu parles d'Instagram ou tu parles de Twitter? D'Instagram. Ok.
Ah, Ça, c'est pour Man of Tomorrow, l'annonce de Man of Tomorrow. Un mois avant, le 3 septembre. Non, mais c'est sûr que Oui, personne oui. l'attend. Mais c'est normal que personne l'attende. Je veux dire, Superman, on peut quand même se dire que c'était une daube absolue. Et je pense que quand t'es fan, t'es hyper vexé. Alors que, et en plus, les films de Snyder, quand même, ils ont été faits avant cette espèce d'époque actuelle là où les effets, tout ce qui est la VFX, c'est fait avec les pieds ultra cheap. Donc la conséquence de ça, c'est que c'est quand même les films de Snyder vieillissent vraiment bien. Moi, je suis encore tombé là récemment sur une scène de Batman qui se passe en plein jour où t'as Ben Affleck là qui est en train de faire du ski nautique derrière un camion blindé. Cette scène, elle est incroyable, alors que le film maintenant, il est plus tout jeune. Et je pense que ouais, qu'il y a beaucoup de films qui souffrent un peu de la comparaison. Et je pense aussi, pour revenir à James Gunn, moi, Le Gardien de la Galaxie, je trouvais que c'était vraiment bien. Je trouve que c'était aussi dans un bon tempo parce que c'était sur une espèce de revival des années 80, tu vois, qui tapait un peu juste. Le problème, c'est que ce truc-là, il a pas duré longtemps. Et on retrouve ça dans Superman. Et je capte pas, à nouveau, quand tu vois comment, par exemple, le second Wonder Woman s'est planté lamentablement, alors que ça s'est refait exactement sur cette vibe. Donc ça veut bien dire que c'est terminé, ça. Enfin, tu vois, qu'il fallait passer à autre chose. Mais et donc vous pensez que Zack Snyder, il est proche du bon Dieu et qu'il se dit tiens, en fait là il y a un coup d'échec à faire. Oui, moi je pense que c'est possible parce que il y a eu la photo de Henry Cavill où il dit Henry Cavill is Superman. Bon, c'est sa phrase fétiche. En fait, Zack, il a toujours fait du double sens. Il a toujours fait sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'il a. Mais nous, on a appris à lire entre ces lignes en tout cas. Et en fait, Henry Cavill is Superman, c'est aussi une manière de dire que c'est son Superman à lui, le meilleur, comme il le dit tout le temps, comme il dit ça de Ben Affleck en Batman. Mais si tu veux, après ça, il a posté Deathstroke par Joe Manganiello. Oui. Il a posté Ben Affleck une fois et deux fois. Et le premier, c'est pas Ben Affleck. Le premier, c'est Batman, avec c'est l'acteur cascadeur. C'est Richard Cetron, mais ça, les gens c'est sa doublure, c'est la doublure de. Okay. Mais ça, les gens ne le sauront pas parce que la photo, le visage, il est masqué, tout ça. Enfin, il est il y a de l'ombre et tout, donc ils verront pas. Mais les gens vont voir le personnage de Batman. Mais tout ça, effectivement, ça tombe pile poil au moment de la vente. Derrière, James Gunn, il est quand même CEO de DC Studios et il a dit des trucs du genre, par exemple, pour sa série Green Lantern, plutôt que de dire, je vais le lire directement. Hop. Donc il dit qu'il a vu des passages et I think at least where it is now, but I have no clue when that. Il dit je n'ai aucune idée de quand c'est planifié en fait à être diffusé. Alors là je me dis putain pour un CEO tu sais pas quand est-ce que le machin est planifié. C'est quand même un propos un peu chelou. Et on lui a aussi demandé sur sa série Peacemaker ou son film Superman, les arcs narratifs, est-ce que ça va se développer plus loin après Man of Tomorrow, qui est censé être la suite de son Superman. Il dit oui, bien sûr, ça va le faire. Est-ce que c'est moi qui vais le faire ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui remplira cette promesse? Ça dépend de beaucoup de choses dans la vie, mais ouais. Donc en fait, il commence à avoir un langage qui est vachement... Et vas-y. Ouais, pour quelqu'un qui est censé représenter de toute façon, depuis qu'il est CEO, je trouve qu'il se prend souvent en termes de communication. De toute façon, son contrat, c'était un contrat de 4 ans pour Gunn et Safran. Mm-hmm. C'était un contrat de 4 ans. On arrive à la fin du contrat. Et s'il y a nécessité pour aller jusqu'à la fin de son process, donc Man of Tomorrow, il a besoin d'une extension de contrat. Warner est en vente, ils ont besoin il y a d'autres execs qui vont venir, ils vont devoir faire un changement de team. Et concrètement, la personne qui est en pole position pour reprendre d'ici, s'il y a changement d'exec, c'est De Luca. Ouvertement. Et De Luca, c'est un très proche de Zack. Oui, Michael De Luca, c'est un exec de chez Warner qui justement fait partie des gens qui juste avant que ça cafouille en 2022 voulait relancer la machine, avait dit dans la presse qu'il voulait même plus de Ben Affleck.
Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je meurs d'envie de savoir comment ça se passe dans ces studios où t'as un CEO, mais t'as quand même des conseils d'administration avec beaucoup de monde, je pense, pour prendre des décisions. Et tu vois que c'est quand même une sacrée partie d'échec parce que t'as beau avoir le truc d'Henri Cavill, c'est un truc de ouf. Le truc d'Henri Cavill, je trouve que c'est vraiment un truc de ouf d'annoncer officiellement un retour sur les réseaux, tout le monde, pour le TEJ moins d'un mois après. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans les bureaux, en fait? C'est des grosses boîtes. C'est des grosses boîtes, c'est le dieu argent hein, qui commande. Donc ça là-dessus, il y a pas d'histoire. Enfin, tu regardes Superman, tu fais des tests audience, tu leur demandes vous pensez quoi de Nathan Fillion avec sa coupe de cul en Green Lantern. Les mecs qui te disent on déteste. Ah bon? Ah bah c'est dommage parce qu'en fait on vient de lâcher 100 millions de dollars pour faire une série avec sa tête dessus. Et moi j'aime Nathan Fillion, le pire dans The Rookie, tout ça je regarde, il me fait rire. Mais là en l'occurrence je trouve que c'est la pire erreur de casting. En vrai le mec il a chaud. Et puis vous je sais pas, vous avez peut-être une autre lecture que moi, mais je tombe sur beaucoup de data en ce moment sur les réseaux qui font les comparatifs des recettes Man of Steel, Superman, et qui vraiment remettent en question le narratif, qui voudrait dire que ouais c'est le film c'est un carton, etc. machin, et qui disent bah non de manière très objective il a pas eu l'écho de Man of Steel. Et j'ai un regard différent parce que j'ai plus le même âge, mais quand Man of Steel est sorti, enfin c'était un événement, voilà exactement. Et tu prenais une claque, tu te disais t'avais l'impression que DC Comics avait mangé un petit peu ce qui se faisait bien, j'allais dire dans Matrix, mais c'est dans Matrix 3, quoi, le côté un peu titanesque des combats, les immeubles qui pètent, etc. machin. Et bah non, Superman c'est passé en France comme d'un rien. Enfin, je veux dire, je pense pas. Moi, j'ai été voir le film. Je pense pas que ça a enthousiasmé qui que ce soit au final. Et c'est des films qui vont marcher parce que quand même, je pense que le public il a envie que ce soit bien. Tu vois, c'est ça en fait ce qui se passe, c'est qu'il est soutenu parce que les gens ils ont envie que ça fonctionne. C'est dur ça, quand il y a un film, t'as envie que ce soit bien et t'y vas et c'est pas bien. Ça c'est dur. Parle pas de Kaamelott comme ça, franchement c'est pas sympa ce que t'es en train de faire. J'ai pas encore vu mais j'ai peur, hein, franchement. En vrai j'ai pas vu non plus. Le plus dur surtout, c'est qu'ils ont menti pendant très longtemps sur la production du film, sur le coût de production du film et sur le coût des recettes du film. C'est que là, il n'y a que dernièrement, mais ils ont été obligés de. En fait, ils ont été obligés d'officialiser les coûts parce que vente en approche. Parce qu'en fait, ça peut être un vice caché sur la vente s'ils ne sortent pas les vrais chiffres officiellement. Et du coup, s'il y a un vice caché, il peut y avoir un retour en arrière sur la diffusion, sur la vente de Warner Bros. Et du coup, là, oui. Du coup, on peut jouer sur la vraie différence de Man of Steel et de Superflop. Après, en plus de ce que j'ai écouté, parce que j'essaie de m'instruire avant de venir sur le podcast, mais en plus, la boîte, ils veulent la vendre, mais ils veulent aussi la compartimenter. Donc, ils veulent peut-être revendre toute la division cinéma d'un côté et le côté télévision, news de l'autre. Donc, c'est sûr que les personnes qui vont avoir envie d'investir dans la partie cinéma, ils auront peut-être, ce sera tout l'un ou tout l'autre. C'est soit ils auront envie de garder James Gunn parce qu'ils estiment qu'il est bankable et qu'ils veulent pousser, soit ils viendront avec leur vision drastiquement différente. Je crois que s'ils font ça, je me flingue. C'est pas possible. Ils peuvent pas faire ça à chaque rachat, quand même. Tu sais, c'est le fameux gif de Jesse là dans Breaking Bad là. Il peut pas toujours s'en tirer. C'est pas possible. Non, le mec, la boîte se fait racheter tout le temps. Il sort des films qui flopent. On recommence. Allez-y. Et à bout d'un moment, c'est comme dire 2 plus 2, ça fait 11. Non, les gars, c'est pas. Mais oui, bah en fait, il y a pas que la question de la recette, parce qu'on peut dire la recette, les chiffres. De toute façon, déjà, avec ou sans inflation, Man of Steel a rapporté plus. Si on compte l'inflation, Man of Steel explose. Il y a aussi le nombre de ventes de tickets. Alors après, les gens diront toujours oui, maintenant il y a eu le Covid, maintenant c'est plus pareil qu'avant, les gens vont pas au cinéma. Pourquoi quand il y a des films, pourquoi il y a des films qui cartonnent? Ouais. C'est ce que j'allais te dire, c'est les gens vont pas au cinéma ou quand même si on se dit les choses clairement dans les yeux depuis la sortie du Covid, ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu de super bons films au cinéma. Et même je parle de divertissement. Ouais. Cette année, franchement, en termes de divertissement grand public, un peu sympatoche, un peu qui rassemble, franchement peut-être Formula One, un truc avec Brad Pitt où tu te dis ok, c'est jour de tonnerre façon 2025, voilà. Ouais.
Voilà, un petit peu cool. Sinon, et avant ça, peut-être l'avant-dernière Mission Impossible, parce que le dernier, malgré tout, il est un peu faible et il a floppé. Et puis Top Gun 2, voilà. Je pense que ça, c'est quand même les trucs. Top Gun, ou même des films nuls, en tout cas pour moi, Jurassic World Dominion, parce que j'ai crevé. Non, mais c'est naze. Mais c'est 1 milliard. C'est naze à 1 milliard. Donc les gens, ils vont. Après, c'est particulier Jurassic World, parce que même là, le dernier, les gens, ils vont, en fait. Je crois que tu dis dinosaures, on y va. Mais en tout cas. J'ai été, hein. J'ai été, donc. C'était naze. Non, mais dire l'argument du oui, les gens vont plus autant au cinéma qu'avant, c'est juste que ton film n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle le bouche à oreille, qui découle de quoi? La satisfaction. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que je veux le dire sans jugement, parce que j'aime bien les States, j'ai été plusieurs fois, j'ai plein d'amis là-bas. Par contre, le film, il s'est, on va dire, plutôt bien défendu aux States, et pas à l'international. Il s'est mieux défendu aux States qu'à l'international. Et je trouve ça intéressant, en tout cas, parce que il y a peut-être une vision d'auteur, tu vois. Moi, j'ai toujours senti un truc. Pourquoi j'ai aimé Man of Steel? J'aimais pas Superman avant Man of Steel, hein, pour info, Ellie. C'est pas que j'aimais pas, mais j'étais très détaché. Boy Scout, slip rouge, machin. Tout. C'était Batman. Tu vois, il y avait pas de. mais à l'approche de Man of Steel, j'étais déjà la bande-annonce me giflait non-stop. Et j'ai trouvé que quand tu regardes Man of Steel, ce Superman, t'as plus l'impression qu'il s'adresse au monde entier, en fait. Tu sens que même si t'es français, tu l'aimes bien, ce gars, en fait, tu vois. Il n'y a pas ce côté boy scout américain qui me gênait un peu. En fait, les anciens Superman, je sentais que ça s'adressait pas à moi. Tu vois, t'avais ce côté vraiment par les Américains, pour les Américains. Et c'est peut-être, tu vois, une vision d'auteur, une vision de réalisateur. Maintenant, avec ce Superman qui essaye d'embrasser les anciens, bah bizarrement, il marche aux States et moins bien à l'international, alors que Man of Steel, il a marché aux States, mais il a mieux marché à l'international. Ça a été l'effet inverse. Moi, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels il y a deux éléments qui sont pas des éléments de style, tu vois, mais qui sont des éléments de fond et un peu de forme, sur lequel Man of Steel, ça démonte Superman. Le premier, c'est le plus important, et c'est pour ça, en vrai, que Batman, c'est un héros qui est souvent supérieur à Superman. C'est l'antagoniste. C'est-à-dire que le général Zod dans Superman, ok, il est vraiment mieux traité, vraiment plus impressionnant, c'est vraiment une menace, ok, sur Superman, contrairement à la version de Lex Luthor jeune, imberbe et qui fait des caprices, ok, que t'as dans le dernier Superman. C'est quand même ça. Le climax de ce personnage, c'est de taper un caca nerveux dans sa salle de commandement. On est loin quand même du héros machiavélique, tu vois, sans pitié. Et le deuxième truc où je trouve qui aide quand même à ancrer aussi les choses pour un public européen, c'est les seconds rôles. C'est-à-dire que Kevin Costner qui fait le père, tu vois, d'Henry Cavill, et je crois pas dire de conneries, il me semble que c'est Russell Crowe qui fait Jor-El également. Et ben en fait, c'est quand même des acteurs qui sont présents dans ton inconscient collectif, avec lesquels tu as grandi, que tu es content de retrouver, et ça te pose un truc. Quand tu regardes le Superman actuel, bon, Bradley Cooper, j'espère vraiment qu'il a pris un chèque vraiment démesuré pour fournir cette prestation incroyable. Mais déjà, t'as pas cette relation, jamais tu vois Bradley Cooper comme un père, tu vois, quand t'es un Européen. Et pour moi, malgré tout, ils sont pas mal castés les parents de Superman, mais c'est juste qu'en fait, il y a pas d'originalité. Je veux dire, le père de Smallville, il vaut tout autant. Ou les parents dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, là, les parents de Dean Cain, tu leur mets une plus belle photo, tu vois, machin, voilà, un peu d'éclairage, et puis ça donne la même chose, hein. Il n'y a pas d'histoire. Et pour moi, c'est deux trucs, déjà d'office par rapport à ce que toi tu expliques. De toute façon, Man of Steel, ça surpasse Superman de loin. Mais il y a des effets comme ça. Il y avait eu ça avec Babylone. Babylone, il a floppé dur aux States, et du coup c'est un flop financier total. Et en France, moi je l'ai kiffé, hein. Justement je l'ai acheté en Blu-ray pour avoir ce souvenir comme le disait Shyamalan. Et en France il a cartonné, il a fait je crois du 2 millions de spectateurs, un truc comme ça, ce qui est considéré comme quelque chose de bien sur le territoire. Après, les Américains ils ont du mal avec la critique, hein.
tous les films qui critiquent ou qui questionnent, ça marche pas chez eux. Ouais. C'est un désastre, alors que c'est important. C'est la base du cinéma, d'ailleurs. C'est la base du 7e art. Tu sens que eux, ils ont vraiment besoin d'un film qui leur rappelle à quel point l'Amérique is such a great country. Tu vois, ils ont besoin de ça. J'ai l'impression. Hein, alors que c'est marrant, parce qu'en plus, c'était peut-être le traitement de Superman dans les cartoons originaux, où ça servait un peu d'éléments de propagande dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais je veux dire, très vite, dans tous les traitements comics du personnage de Superman, bah, c'est exactement ça qu'on remet en question. Okay, et d'ailleurs, c'est un élément qui est remis en question dans Justice League, qui est sur la figure de Superman, qui est-il pour imposer ses vues, etc., sur le monde, etc. Mais ouais, non, j'avoue, le film est naze. Et puis pour moi, le plus grand scandale de ce film, c'est ce putain de chien mutant extraterrestre là. C'est vraiment, c'est une catastrophe. Crypto. C'est un dinosaure. De quoi? C'est pas le dinosaure, toi. C'est pas le dinosaure qui t'a choqué. Alors, le dinosaure. Ouais, le Jurassic World, j'ai pas compris, tu vois. Alors, le dinosaure a arrêté de me choquer une fois passé la scène du grand dégueulis de confetti pailleté multicolore dans lequel ils se noient tous. Moi, à partir de là, j'avais abandonné, tu vois, sur sur le fait de me dire ah vas-y, ça va, à un moment donné, ça va se décanter, ça va cogner sale. J'ai compris que c'était cuit. Mais si juste j'avais pu éviter de voir ce chien débarquer toutes les 45 secondes, franchement, ça m'aurait pas déçu. Et puis, avec James Gunn et les Gardiens de la Galaxie, bon, ce côté-là, je me disais, bon, essayons de pas faire le procès à charge, tu vois, du film et de se dire, bon, ok, vas-y, c'est une manière de voir le truc, c'est un axe, on sait, il y a de la couleur, il y a du ci, il y a du ça, ok, on essaye. Mais vraiment, non, le chien, c'est pas possible. À la rigueur, dans une séquelle, tu vois, dans une suite, tu fais intervenir un personnage secondaire un petit peu comme ça, tu vois, qui te rajoute quelque chose. Mais je veux dire, regarde les Gardiens de la Galaxie. Je veux dire, si Groot il est présent une scène sur deux, j'ai dit bon, à la fin du film t'en peux plus, tu vois, t'as envie de l'éclater. Bon bah là c'est pareil, tu vois. Donc oui, il y a un problème de dosage. Après c'est peut-être pour les enfants, je sais pas, mais ouais c'est bon, c'est nul ce film. Voilà. En fait, James Gunn, si je peux. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ouais, bon, on l'a vu sans l'avoir vu, quoi. Moi, j'ai vu énormément de passages. Je sais que je vais y passer. Il y a un moment où je vais dire aujourd'hui. Tu l'as pas vu? Mais ouais. Ne perds pas ton temps. tu sais, il y a ce fameux débat de il faut absolument avoir vu pour pouvoir juger. Alors, bah oui, dans l'absolu, oui. Mais en fait, j'en ai tellement vu au-delà des trailers, j'ai vu tellement de scènes et surtout, je sais à quoi m'attendre. C'est-à-dire, je n'aime pas ce réalisateur pour son style. Avant même d'avoir ses problèmes, du fait qu'il est clairement pas dans notre équipe, tout simplement. Il y a... En fait, tous les réalisateurs, je pense, ils ont des styles, tu vois. Nolan, il aime te faire réfléchir sur des trucs qui de toute façon n'arriveront jamais. Avec un baudrier et des cordes, si possible, tu vois. Toujours avec un baudrier et des cordes. Tu verras, Nolan, ça l'obsède. Quentin Tarantino, les dialogues, le sang, la baston. Bref, ils ont tous leurs trucs, tu vois. Scorsese, c'est beaucoup de rise and fall. T'as beaucoup de personnages, et hop, ça se casse la gueule. Pourquoi pas? Mais en fait, quand tu fais tout le temps la même chose, tu vois, Gardien de la Galaxie 1, il a marché. Pourquoi? Parce que c'était un truc hyper différent, je pense, de tout ce qui était en train de se faire dans le MCU. Là, on avait une équipe de losers qui finissent par être formidables ensemble. Il y a du fun, il y a de l'action, il y a de l'humour. Ok, ça marche. Finalement, Gardien de la Galaxie 2, 3, c'est la même chose. The Suicide Squad, c'est la même chose, mais en version avec du gore et des gros mots. Avec encore il y a souvent un animal. Dans le 3, il y avait une loutre, là, il y a Rocket Raccoon tout le temps. Dans Suicide Squad, c'était une espèce de rat chelou, là. Il réalise Suicide Squad, c'est pas Antoine de Fuqua qui réalise? Non, là, tu confonds avec David Ayer, qui avait réalisé le premier Suicide Squad qui s'est voté, là. Suicide Squad. Il existe un Suicide Squad David Ayer cut complètement différent, mais Warner s'est juré qu'il sortirait pas. Sans Will Smith? Non. Avec plus de Joker. Ok.
Et donc un film qui serait sur un ton complètement différent. Enfin, Suicide Squad, le film a été monté par une société qui monte des vidéoclips. Parce qu'en fait, quand Deadpool est sorti, ils ont dit mais c'est ça qu'il faut faire, de la musique et de l'humour. Et donc le film de David Ayer, qui possiblement serait meilleur. Alors David Ayer, moi, franchement, Suicide Squad, je jure pas. Snyder Cut, je savais, on le savait, c'est sorti, ça a été de la bombe. David Ayer, je sais pas, parce que je trouve qu'il est capable du meilleur comme du pire. Je suis d'accord avec toi. Il a écrit Training Day, c'est de la bombe. Il a fait Fury, c'est de la bombe. Et après, j'ai vu plein d'autres films de lui. Ouais, j'ai vu plein d'autres films de lui. Je dis, c'est chiant. Alors quand j'ai vu Bright, j'ai dit non, en fait non. Tu peux pas faire un film qui, en plus, il est nul. Non, mais en plus d'être nul, il reprend le même dénouement que Training Day. Training Day, t'as le gars dans la baignoire qui est sur le point de se faire flinguer par les latinos. Et qu'est-ce qu'il sauve? C'est le fait que plus tôt dans le film, il a sauvé la jeune cousine du chef de gang qui allait se faire violer. Un truc hyper clair dans Bright, mais avec des orques dégueulasses. J'ai dit non les gars. Déjà t'écris la même chose, en plus c'est chum. Bah non. Mais bon, donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son Suicide Squad existe. Il l'a dit. Hein, il a son film, mais il peut pas le sortir, et qui serait complètement différent de ce qu'on a eu. Et donc The Suicide Squad, c'est James Gunn, on lui a offert de faire un film de son choix chez DC pour commencer. Il a choisi Suicide Squad. Et finalement, il a fait toujours la même chose. C'est-à-dire que une équipe de mecs qui sont des losers, mais qui finissent par s'allier ensemble. Là, c'est des méchants, donc il va pouvoir faire ce qu'il aime, mettre des gros mots, du sang et compagnie. Pareil, d'un côté, on peut applaudir le fait qu'il aille chercher des personnages peu connus. Parce que des fois, ça peut marcher. Des gens qui sont pas connus, et du coup, bah, c'est cool, le grand public découvre des personnages, peuvent même acheter des bouquins. Mais là, je trouve qu'il allait pas chercher des gens, mais qui s'en bat les couilles de Peacemaker, qui avec sa lunette de chiotte là ici, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'autre qui envoie des confettis là, mais c'est pas très bon, tu vois, et c'est pas très bon Peacemaker. Moi j'adore John Cena, j'ai tout fait pour me foutre dans la série, pour kiffer, mais déjà au générique tu m'as perdu, brother, avec ta petite danse de Broadway et ton aigle insupportable. J'avais oublié ça. Bah ouais, et c'est dommage parce que tu vois, moi le jour où John Cena, que je trouve supérieurement intelligent, tu vois, il fait une carrière à la Batista dans le domaine du cinéma, je suis le premier à être heureux, tu vois. Mais non, franchement, ça aussi, Peacemaker, c'est quand même assez mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu allumes Amazon, qu'est-ce que tu as envie de regarder à part Invincible? Tu vois, si on parle vraiment de trucs de super-héros, bah rien. Tu vois, allez, si à la rigueur, The Boys, bien sûr. Mais et puis du coup, son Superman, c'est encore un peu la même chose. Au lieu d'avoir... Enfin, au début, on a dit oui, c'est un film solo Superman. Ok, mais il y a quand même Métamorpho. Il y a quand même toute l'équipe. Là, j'ai oublié. Hulker. Et ça devient encore et un animal. Et en fait, il fait toujours la même chose. Et je sens que son Man of Tomorrow, s'il le fait, ce sera encore ça. Donc moi, il y aura forcément Supergirl. Pardon. Il y aura forcément Supergirl parce qu'il l'a mis déjà dans Superflop. Man of Tomorrow, à la base, c'est Supergirl, hein, de toute façon. Le film, c'était Supergirl, mais ils l'ont renommé Man of Tomorrow. Mais elle fait un caméo. Ah non, je confonds, il n'y a pas Man of Tomorrow. Il y a Woman of Tomorrow l'année prochaine, et après, il y a Man of Tomorrow. Ah, et ce truc d'introduire les personnages, en plus, en te les générique ou quoi. Supergirl qui arrive, qui est juste une ado bourrée, machin. Je dis, non, c'est pas... La meuf, elle a été envoyée sur Terre pour protéger son cousin. C'est juste que dans l'espace, il y a eu rupture d'espace-temps, machin. Lui, il est arrivé sur Terre, il a grandi, pas elle. Et bah non, en fait, non. Et je comprends pas que des fans de DC arrivent à dire que ça honore les bandes dessinées, que c'est un plaisir à voir. Après, c'est vrai que chez DC, la différence qui se joue, c'est que, tu vois, en fait, c'est vrai que le côté Batman est vraiment tout l'inverse de ce qu'il y a chez DC. C'est vrai que c'est vraiment très colorful et très joyeux, en fait, dans le comics, tu vois. C'est pas... Ce qui est dark, en fait, en comics, c'est Marvel. Ce qui est ultra dark, c'est Marvel. Mais le changement, en fait, au cinéma, il se fait là, en fait. C'est que tu peux pas faire un univers comme DC qui touche des points vraiment essentiels et sacralisants en mode je déconne. Et ouais. De temps en temps.
Mais quand tu veux en faire ton arc principal, quand tu veux faire ça sur chaque film, moi, je suis désolé, hein, t'as ouvert quelques bouquins de Justice League, Green Lantern, Superman ou Batman, t'arrives au cinéma, tu vois ça, tu dis bah non en fait les gars. Mais après il y a aussi la question du grand public parce que en fait le film il est pas censé plaire juste au lecteur, il doit plaire à tout le monde. Je doute que pourquoi Wonder Woman il a cartonné le premier. Bah parce que il mettait l'héroïne. Ça, tu vas dire des trucs sur Non, mais j'allais te dire, c'est une bonne question parce que je trouve que même Wonder Woman 1, c'est une daube. Donc, mais. Non, tu vois, j'allais te dire un truc sur Gal Gadot. C'est ça que tu penses? Non, bah non, tout le monde a droit au bonheur, il n'y a pas de galère. C'est pas le film de l'année, en vrai. Non, parce que elle n'a pas un acting de ouf. Faut qu'elle prenne des cours au cours Florent, on peut l'y inscrire. Mais elle est mieux dirigée que sur 84. Et oui, le décor, et comment c'est planté, et comment l'univers. Mais Snyder est derrière. Ah bah heureusement qu'il était là pour la scène du film. Moi ça va, j'aime bien le film. Je peux même te dire qu'il était vraiment derrière parce que je connais pas Zack Snyder, mais dans le CrossFit, je suis assez proche de gens qui connaissent un mec qui en fait a été très proche de Zack Snyder, tu vois, dans la prépa physique des mecs de 300 et qui gère tout le côté nutrition et tout. Et c'est cette même équipe qui s'occupait de la prépa physique des filles, dans du coup le premier Wonder Woman. Et t'avais même une crossfiteuse un peu cotée qu'on voit pour ainsi dire pas à l'écran, qui s'appelle Brookens, qui vraiment s'est préparée et tout. Donc c'est sûr que je sais pas s'il avait peut-être pas la main derrière la caméra, mais t'avais une espèce de continuité de Wonder Woman quand même, les Amazones là, faut que ça envoie. Voilà. J'étais fier quand je voyais Brookens, je disais c'est mon sport. Mais en fait, oui, bah de toute façon sur Wonder Woman 84, la Real, elle a viré toutes les équipes de Zack et ça s'est ressenti. Lui, il me semble qu'il a coécrit le film, puis il a réalisé la scène du No Man's Land. Je suis quasi sûr, j'avais lu que c'était lui qui l'avait réalisé. Cette scène, j'ai envie de croire que même si on n'a pas aimé le film, c'est quand même une scène qui fait son effet. En tout cas, sur le grand public, elle a fait son effet de ouf. Les gens se souviennent de cette scène, quoi. Quand elle enlève sa cape, déjà la slow-mo, on connaît, on sait qui aime la slow-mo. Et bref, je sais plus comment j'en suis arrivé. Ah oui, je parlais d'iconisation, et donc en fait, on a une iconisation du personnage, mais je vois pas comment faire de Supergirl une ado chiante bourrée. Ça va iconiser la famille. La famille de Superman et le lore de Superman en fait ça va. Et si on parle des films de Snyder, enfin franchement je sais pas quelle vision il va avoir de Wonder Woman, mais juste pour le fun, tu te fais d'affiler le film qui va sortir et puis tu regardes Sucker Punch à côté et puis tu me diras tu vois c'est ce qui va te marquer, alors que Sucker Punch pour le coup là ça doit avoir carrément 20 piges tu vois au compteur. Et que pourtant là tu veux une héroïne badass, etc., une signature graphique, un truc, bon bah voilà, là il se passe quelque chose. Mais moi du coup je serais curieux de savoir, admettons que la revente se fasse et que les execs changent, c'est quoi votre fantasme sur un hypothétique retour de Zack Snyder? C'est comment est-ce que vous voyez le truc, vous qui êtes vraiment dedans et qui feriez qu'il y ait une espèce de putsch comme ça? Vas-y Dwayne. Voilà. Je commencerai déjà par sortir la Ayer Cut. C'est le programme essentiel, parce qu'en fait, c'est l'élément qui nous manque à l'histoire. Parce qu'en fait, avant Justice League, il y a la Ayer Cut, et dans la Ayer Cut, il y a déjà l'apparition de Steppenwolf. Et après, on nous décline la 2 et la 3. Enfin, Justice League 2 et 3. Ouais. Moi, je n'ai plus rien à foutre du Ayer Cut. Perso. David Ayer m'a saoulé. Et si ça sort, je le soutiendrai parce que ça fait partie de l'univers et tout. Je paierai le DVD ou quoi, mais non, ça m'intéresse plus parce que je pense que le grand public, qu'est-ce qu'il va aller se dire? Attends, mais ça c'est le film de 2016, Suicide Squad, qui est sorti, qui était nul, mais finalement il est peut-être pas si nul et en plus ça introduit. Non, c'est bon. Pour moi, selon moi, Steppenwolf, on l'a eu dans Justice League. Il est arrivé, tout le monde a vu comment il était, le vrai Steppenwolf, comment il était lourd. C'est suffisant, je pense qu'on n'a pas trop besoin de ça. Moi, c'est juste Justice League 2 et 3. Il y a plein de gens qui disent il faudrait qu'il y ait un Superman de plus. Ça, c'est les bonus. S'il y a des trucs en plus,
le solo Batfleck, ce serait lourd. Mais la priorité, c'est Justice League 2 et 3. Et je pense que en fait, d'un côté, tu sais, on vit dans une époque d'abondance avec, on a tout en beaucoup. Les ordinateurs, t'as un iPhone, t'as un iPad, t'as un ordi, t'as un machin, les jeux vidéo, enfin les bouquins. On a, et en fait, le MCU, tu vois, il a donné cette idée que on pouvait avoir 30 films de super-héros et que c'était de la bombe, machin, et tout ça, même si c'est en train de s'essouffler. Et je serais content d'en avoir plus parce que je suis gourmand. Mais c'est pas le kiff de dire t'as 5 films qui sont lourds, c'est une seule histoire. Parce que finalement, le Seigneur des Anneaux, j'en parle tout le temps parce que pour moi c'est une grosse ref. Ben ça y est, le machin a 20 piges et pourtant ça est... Bon après c'est une brèche temporelle le machin. Jackson il a quand même tourné ses 3 films d'un coup. Ça n'existe plus ça. Ça c'est vraiment un coup de poker de ouf. Il a fait ses 3 films d'un coup et aujourd'hui en fait t'as pas besoin. Quand ils font des trucs en plus c'est de la merde et quand ils font rien tu te contentes de ça. Et je pense que pour un Zack Snyder de Justice League je me contenterai de ça. 1, 2, 3. Fin de l'histoire. En plus, on sait que ce sera que des films de 3 ou 4 heures. Donc, voilà, c'est 3 films, mais c'est l'équivalent de 10, quoi. Ah, par contre, faut qu'il se mine, parce que je regardais, par exemple, Ben Affleck, qui a déjà 53 ans au compteur, le referait, hein. Donc, quand il va jouer dans The Comptable 3, il aura vraiment une dégaine de comptable. C'est intéressant parce que je voulais parler du cast en plus, si jamais il y avait un retour. Alors Ben Affleck, oui, il prend un peu d'âge, mais depuis ça s'est joué en 2020 justement à la sortie de Justice League. Ben, depuis qu'il allait mieux dans sa vie. Alors je sais pas si tu le sais, mais pendant le tournage de Justice League en 2016, il a dit que c'était tellement atroce que quand il rentrait à l'hôtel, c'était la bouteille ou la fenêtre. Voilà comment s'est passé le tournage de Justice League. Pourquoi ? Parce qu'il est. Le tournage était trop dur ou parce qu'il avait ses problèmes avec, sa bonne femme ? Parce que je pense que c'est lié au reshoot. C'est-à-dire qu'ils ont fini le tournage et après ils ont rappelé l'équipe quand Snyder a perdu sa fille. Ils ont rappelé l'équipe et comme ils étaient sous contrat, ils sont obligés de tourner des scènes. Personne n'y croyait en fait. Les mecs détestaient ce qu'ils étaient obligés de faire. Donc ça s'est vu dans d'autres films. Il était plus gros et tout. Et après, à partir de 2020, entre Ana de Armas et Jennifer Lopez, le mec a retrouvé, il a retrouvé le chemin de la salle de sport, quoi. mais donc du coup en fait en tout cas je pense que oui il a 53 ans mais avec la magie du cinéma, quelques éclairages, j'ai vu il refait un Jim Jones et tout, c'est bon hein. Il refait un projet là avec Matt Damon là qui va sortir là, une espèce de thriller un peu d'action. Non franchement les deux ils ont l'air shapés hein. Il y a pas de souci. Non, tu sais ce que disait Henry Cavill de Ben Affleck? Non. Que quand il l'a vu arriver sur le tournage, en fait, ok, il était gentil et tout, mais il était grave intimidé. Alors, Henry Cavill était intimidé parce que Ben et le projet c'était d'avoir un Batman plus grand que Superman. Ça c'était voulu, donc Ben est plus grand. Et quand en 2016, il a suivi une prog, laisse tomber quoi, là le corps de titan qu'il avait, donc. Une prog. Alors, les brocolis. Le poulet et le riz. Le poulet. Le poulet en comprimé, c'est important le poulet. Ça, c'est la magie du cinéma. En plus, je pense qu'Henry Cavill. Alors attention, c'est pareil, c'est juste les réseaux qui font ça. Mais moi, je suis persuadé que Henry Cavill est un vrai gentil. Tu vois, je pense que Henry Cavill, c'est le gendre parfait. Tu vois. Le post qu'il a fait pour le jour des super-héros où c'est légendaire, il n'y a que Jason Momoa qui lui répond, tous les autres ils lui répondent pas. L'autodérision, même la réaction hyper classe quand même quand il se fait sortir de Warner. Je veux dire, le mec il a pas fait une vague, hein. Il est sorti propre. Son goût pour Warner. Parce que il a quand même viré son agent. Excuse-moi, je te coupe, mais il a quand même viré son agent. Ah, mais. Non, donc c'est plus mais avec classe. Clean. Ah oui, avec classe. il a dégagé.
il a pas mal parlé des studios, il a pas fait d'attaque, il aurait pu foutre un bordel incroyable avec les fans en vrai, s'il avait voulu, je pense. Nous, on aurait tweeté un truc du genre qui implique la maman des autres. Oui, bah ouais, c'est ça. C'est ça qu'il a ce côté très gentleman, enfin, très gentleman londonien, enfin, vraiment l'anglais bien sous tout. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense qu'il aime vraiment, pour le coup. Alors, bien sûr, c'est pas parce que t'aimes ou t'aimes pas que ça veut dire que le projet va être bien, mais ça fait. Les gens qui connaissent un peu Henry Cavill savent qu'il aime véritablement le monde des comics, la pop culture et tout. Là, quand il va faire Warhammer 40 000, à mon avis, ça va être pareil, ça va être incroyable, sinon il l'aurait pas fait. Et même, j'avoue que moi, je me masturbe quasiment une fois par semaine sur le reboot de Highlander. Alors, autant je suis pas convaincu par Russell Crowe Ramirez, mais franchement, de toute façon, Henry Cavill, tu sais quoi, même Henry Cavill, il peut jouer Blade. Je m'en bats les couilles. Je suis solidaire. J'ai toute leur force, aucune de leurs faiblesses. J'ai même le privilège blanc. Je suis Blade 2. Ah ouais, ok. Non, mais Henry Cavill, il a ce truc attractif de je suis vachement classe en toutes circonstances, en fait. Donc, et je pense que c'est bien. Ce que j'aimais bien avec le cast de Justice League, c'est qu'ils avaient tous, je me suis toujours dit, soit ils l'ont grave travaillé, soit ils ont vraiment été castés d'une manière où ils ressemblent vraiment à leur personnage. Et si tu regardes bien, je sais pas si tu connais l'anecdote, mais Ben Affleck, quand Zach l'a appelé, il lui a dit je te veux en Batman et tout. Il a dit non, les super-héros, Daredevil, machin, enfin non, c'est bon quoi. C'est ça. En fait, j'ai un trauma. Le trauma Daredevil, mais ça... Et il lui a dit la super-héros fatigue. Ouais. On était déjà fatigués au bout de 10 minutes. Il lui a dit Daredevil, non, c'était chaud. Il a dit les origin story, tout ça, non, c'est bon. Il a dit non, tu comprends pas. Moi, mon Batman, il est plus âgé, il sombre dans l'alcool, il va pas bien et tout. Il lui a dit c'est bon, c'est pour moi ça. mais c'est moi, c'est totalement moi. De quoi? Il a dit c'est totalement moi. Ouais, grave. Gal Gadot, finalement, elle incarnait super bien la diva, on va dire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, l'élégance de Wonder Woman, quoi. Pour ceux qui le côté raffiné, le raffinement du personnage, le côté un peu princier aussi. Voilà. Et raffiné. En plus, elle a peut-être pas la physicalité, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Dans Wonder Woman, ce que j'ai pas apprécié, en vrai, ça n'a rien à voir avec Gal Gadot. Genre, t'achètes le truc de la super-héroïne et tout. Oui, t'aurais peut-être préféré une fille plus athlétique, etc. Mais quelle importance, en fait, au final. Franchement, c'est pas le problème de Wonder Woman, à mon avis, le casting de Gal Gadot. Ouais, non. Moi... De quoi? Chris Pine, tu vois, genre Biactol Chris Pine déjà. Je sais pas de qui c'est. Je suis curieux de savoir de qui c'est le cousin Chris Pine quand même. Parce que doit y avoir un truc quand même. Mais Wonder Woman, c'est la fin. Hein. Le seul problème de Wonder Woman, c'est la fin. Bah, elle a été réécrite. Ouais. C'est le seul problème. Ouais. C'est un univers de Snake. Hein. T'as Jeff Jones, c'est un auteur de comics qui a beaucoup contribué à ce que les choses puissent se casser la gueule puisqu'il voulait s'accaparer le pouvoir. Donc c'est un auteur de comics qui, quand il a été annoncé en tant que tête créative, tous les fans de comics ont dit waouh, trop bien, parce qu'il a écrit des trucs c'est lui qui a redoré Green Lantern. Voilà. Et en fait, qui a redoré Green Lantern. Donc en fait, on lui a fait confiance. Il a juste voulu devenir le Kevin Feige chez DC. Et non. Il y a une grosse quête de pouvoir chez Warner qui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en place pour faire un projet, t'en as toujours un derrière qui essaye de... Ça, c'est assez ouf. Mais ouais, pour revenir sur le cast, ils avaient tous été castés vraiment, je trouve... Cyborg, pareil, Ray Fisher, il joue super bien son Cyborg, finalement. C'est un mec droit, qui est pas con. Je sais pas, mais quand tu les vois en interview, c'est un mec aussi qui
qui a vraiment un sens de l'honneur. Enfin, le gars n'a pas attendu la sortie du Snyder Cut pour oser poursuivre Warner et les différents execs qui leur ont fait du tort sur le tournage. C'était le seul à l'ouvrir en fait. Et puis Jason Momoa, lui, est toujours fidèle à lui-même. C'est celui avec lequel je suis un peu plus en retrait, moi perso. Mais bon, en tout cas, ils incarnaient tous bien leur truc en dehors et dans le film. Ouais, Momoa, c'est une déception. C'est une déception. Pourquoi dans l'interprétation, dans le positionnement, dans le fait qu'il soit pas hyper engagé. Non. En fait, c'est le mec bankable. Il cherche son chèque. Uniquement. Ouais, en fait, dans l'interprétation, je l'ai trouvé génial. Moi, cette réinvention d'Aquaman, la première fois qu'on a vu la taupe en 2016, tout le monde était giflé. Les gens s'attendaient à un blond avec des écailles vertes. Et non, ça va pas être ça en fait. le côté maori et tout, c'est peuple proche de l'eau, machin. Et je me suis dit putain, c'est cohérent quoi. Je pense que Jason Momoa, dans le cadre d'Aquaman, c'est quand même, c'est Stallone qui dit ça. Il dit que c'est la différence entre un acteur et une star. C'est quand tu vas voir une star, tu dis pas je vais voir un film, tu vois, dans lequel joue Bruce Willis. Tu dis je vais voir le dernier Bruce Willis. Et pour moi, dans cet environnement-là, c'est paradoxal parce que Ben Affleck c'est une plus grosse star, ou du moins il a plus contribué à l'histoire du cinéma que Momoa. Mais Momoa en Aquaman, tu vois, c'est Johnny Depp en Jack Sparrow, tu vas voir ça. Ouais. Moi je te dis, Jason Momoa, tu veux le voir se surpasser pour un film, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Si tu veux dans l'univers DC, tout le monde le sait ce qu'il veut, Jason Momoa. Il veut Lobo. Non. Il veut Lobo. Ah oui. Bien sûr, il va l'avoir, il l'a eu. Mais en fait, c'est ça, j'étais en train d'y venir. C'est que il l'a eu. Jason Momoa, ça a été la lumière au bout du tunnel pour tous les fans qui, de 2017 à 2019, se battaient contre Warner sur les réseaux sociaux, les journalistes qui lèchent le huc de Warner pour avoir des entrées gratuites, etc. À dire que non, mais il n'y a pas de Justice League, il n'y a pas de Snyder Cut, etc. Et lui, dans les interviews, il soutenait à mort. Il a si, il y a un Snyder Cut, je l'ai tourné. C'était le seul qui osait l'ouvrir et tout. Est-ce qu'il a un petit côté, je m'en bats les steaks. Voilà. Mais en fait, et du coup, le film sort. Lui, il joue super bien son rôle, tout va bien. Et en fait, très vite, le vent tourne. Allez hop, je vais être Lobo, je suis copain avec Warner. En fait, je trouve c'est pas quelqu'un qui a su garder vraiment totalement son intégrité. Là où d'autres ont été prêts à dire. Je pense c'est les États-Unis, hein. Franchement, je vois, moi qui bosse pour une boîte américaine, je peux te dire, c'est quand même soit t'es autour de la table, soit t'es au menu, hein, quand même dans ce genre d'environnement. Et je pense aussi que Jason Momoa, si tu veux voir vraiment ce qui le branche, regarde le chef de guerre là sur Apple TV, un projet tourné entièrement où ça parle en hawaïen, etc. Ouais. Regarde Si. Pour moi, Si, c'est la série la plus incroyable, tu vois, de tout Apple TV. Et franchement, ça c'est fort. Et après, mais je pense que Ben Affleck a un côté aussi comme ça, où je pense que c'est des mecs, ils ont capté que pour avoir l'opportunité une fois de temps en temps de porter un projet qui leur plaît, bah faut qu'ils se tapent aussi des trucs qui les fait moins vibrer. Je pense que Tom Hardy, c'est un peu le même exemple. Tu vois, il va faire la série avec son père en Angleterre, tu vois, qui peut-être va rester confidentiel. Et puis il va se taper 3 Venom, qui est tous plus mauvais que les uns que les autres. Je pense que si tout le monde le sait, lui aussi, il est parfaitement au courant. Mais tu vois. Et finalement, bon voilà, il continue à avancer comme ça. Je pense que c'est dur avec ce qu'il pense. C'est vrai qu'au moment, il n'avait pas à caster de base pour Aquaman. C'est qu'après, ça lui a été suggéré de jouer ce personnage-là. Il voulait pas. Il me semble qu'il voulait. En fait, lui, il voulait Lobo. Je suis persuadé qu'il voulait Lobo. Et non, lui, il voulait Lobo. Mais en fait, il a été envisagé pour autre chose. Et je me demande si c'est pas même carrément Batman ou quoi. Mais ils ont vu, non, ça passe pas. Et il a été repensé en Aquaman. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est un peu ce mais après, bon, qu'est-ce qui s'en va les couilles, ce que j'aime ou ce que j'aime pas, tu vois, lui. Mais c'est juste que c'est ce manque de loyauté si facilement affiché, contrairement à d'autres
ok, des fois ils doivent accepter des projets un peu moins sympas pour accéder à d'autres, mais ce que je veux dire c'est que ils ont vécu quelque chose quand même de particulier avec ce tournage. C'est l'une des director's cut les plus folles dans l'histoire des director's cut, dans sa manière dont elle a été tournée, vécue et sortie. Et la plupart du cast ont vraiment une certaine loyauté en mode s'il y a plus de Justice League, on s'arrête là, quoi. Et lui, quand j'ai vu les virages, je dis putain mec, on croyait en toi, quoi. C'est grâce à en vrai, c'est grâce à toi qu'on a sorti ce film, tu vois. On a investi de notre temps, nous, tu vois. Mais ça veut pas dire que j'ai une photo de lui et je jette des fléchettes, mais j'ai vraiment été je veux dire ouais, c'est décevant quand même le voir aller courtiser James Gunn comme ça pour choper un rôle qui va en plus ne pas le challenger plus que ça, parce que faire le rocker rigolo, il fait ça tous les jours. Mais tu vois, par exemple. Après, c'est pas. Vas-y, Doyen. C'est pas que James Gunn, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, le DC Studio est dirigé par Gunn et Safran. Et Momoa est très proche de Safran. Donc, du coup, ça rentre en ligne de compte aussi. Même si la tête d'affiche, c'est Gunn, Peter Safran, et le deuxième qui se partage le siège, et c'est aussi un très bon ami de Momoa. Donc en fait, Lobo, il vient aussi là. Et d'où tu tiens ça? J'avais pas vu ça. T'avais pas vu ça? Elle est passée plein de fois. Safran est vraiment le proche. Enfin, c'est un mec avec qui il y a plus d'affinité. Et du coup, je pense que la loyauté a assez joué là-dessus. Tu irais chez DC, je te donne Lobo et tu fais un mandat honorable, tu vois, tu fais ce que je te dis, tu vois. Et comme c'est un mec qui veut des chèques, Lobo, tu vois, je te fais. Et puis, de base, il voulait un rôle, on lui a pas donné, on lui a donné Aquaman, donc un rôle secondaire, même s'il a eu un très bon film et un deuxième film. Il est intéressant le premier. Il est intéressant le premier Aquaman. Moi j'ai vu les deux. Je trouve que le premier il est intéressant dans le sens où c'est le film le plus enfantin que tu puisses faire, mais qui garde une vibe un peu badass, notamment à cause d'un ressort qu'il y a la censure, qui est assez simple, qui est qu'en fait tu vas être très bloqué au niveau de la violence aux États-Unis, au niveau des images de sang. À partir du moment où la personne que tu tues, c'est pas un humain, ok, du coup ça compte pas. Donc les méchants dans Aquaman 1 étant des créatures extraterrestres, etc., tu peux les tronçonner, tout ce que tu veux, ça passe. Je pense que tu as ça aussi avec tout ce qui va concerner par exemple l'ère d'Ultron, ok, chez Marvel, ok, le sang est bleu, ok, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Donc ça c'est cool. Et si on en est à imaginer des trucs, autant j'ai détesté le Superman de Gunn, mais autant je suis persuadé que malgré les couleurs, malgré tout ça, si plutôt que d'un Lex Luthor, ils avaient créé Lobo contre Superman avec un traitement d'un Lobo un peu comme son méchant dans Fast and Furious, là, un peu outrancier, un peu ridicule, complètement millième degré, où tu vois que Momoa vraiment il prend son chèque, mais du coup il se marre, il en fait des caisses. Ça aurait mieux fonctionné que cette espèce de truc infâme, tu vois, qu'on a vu et avec ce même traitement au niveau de la violence, à retrouver des moyens détournés pour que ça cogne et qu'en même temps, voilà, que ce soit pas choquant. Je pense que ça aurait été bien mieux. Mais bon, voilà. On verra ça à mon avis, on verra ça sur le prochain opus, je pense. Et pour finir, parmi les rumeurs folles, juste, donc il y a plusieurs studios qui veulent se racheter, qui essaient de racheter Warner. T'en as une qui dit que l'Arabie Saoudite voudrait la racheter aussi. Alors, ça me paraît fou. Non, mais je crois qu'ils ont même dit en fait que même Paramount qui a fait 3 offres là, en fait ils achètent pas tout seuls, ils ont des milliardaires autour d'eux. Alors après, les milliardaires, ça peut être complètement des gens d'Arabie Saoudite, hein. C'est pas forcément des milliardaires américains, c'est sûr. Sachant que Tonton Zach est très proche de comment il s'appelle, Turquie, que j'écorche pas son nom, c'est la personne en charge du développement, du divertissement en Arabie Saoudite. Ok. Ouais, j'ai oublié le nom. Mais ouais,
Bah, de toute façon, c'est pas pour eux qui va faire un projet là sur. Et en fait, ça fait justement, je sais pas si tu es au courant, Ellie, toi qui aimes bien les sports de combat, ça fait un moment que ce fameux monsieur Turki, j'ai pas retrouvé son prénom, son nom de famille, il disait de quoi? Ouais, c'est une vanne de merde. Vas-y, continue. Il n'arrêtait pas de dire on veut Zack Snyder pour nous faire un film sur le MMA et tout, et maintenant c'est acté. Ils le voulaient, ils l'ont eu, c'est signé. Bon, eux, je pense qu'ils ont un peu les choses facilement. Moi, j'y crois pas trop à cette rumeur parce que je me dis, est-ce que les Américains ont envie que des Arabes leur rachètent un de leurs plus gros studios? C'est con, hein, mais Surtout que Trump, il s'est positionné, hein. Trump, oui. il s'est positionné. Ok. Donc, Trump, je sais plus, il a donné une orientation, il a dit, je préférais que ce soit Paramount, un truc comme ça, je sais plus. Attends, je te le donne tout de suite. Mais ouais, en fait, il y a un côté, il y a un gros côté feu de l'amour là sur ce rachat par rapport aux autres, où on sent qu'il y a une grosse bagarre. Mais en fait, c'est l'administration Trump. Est-ce que c'est vraiment lui? Donc Warner really needs. Attends, Warner doit vraiment réfléchir sérieusement aux chances de succès de l'accord avec des acteurs extérieurs à Paramount Skydance, déclare un haut responsable de l'administration Trump. Donc ça veut donc dire qu'il y a d'autres gens qui sont extérieurs à ce deal-là, qui sont positionnés. Déjà au moins ça valide, c'est pas qu'une rumeur du coup. Okay, oui. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui se sont placés. Ouais. Il y a Comcast Netflix qui se sont accordés, en sachant que là Netflix derrière, ils ont passé des accords avec une chaîne de cinéma, je sais plus laquelle, je crois que c'est AKM ou quelque chose comme ça, pour faire des diffusions de films en cinéma. Enfin, au cinéma, je crois que K-Pop Hunter, là, ils l'ont mis au cinéma aux États-Unis, un truc comme ça, il y a un truc qui tourne comme ça, j'ai pas très bien mis l'info. Mais il y a Netflix là qui joue sur la théâtralisation de la sortie ciné de ces productions. Donc je sais pas, moi, Netflix c'est ceux que je vois le moins qui m'intéressent le moins malgré. Alors, je pense que vous avez pas du tout envie que ce soit Netflix qui rachète, hein, je vous le dis. Quand une plateforme qui fait des films avec des algorithmes et qui fait test d'audience sur test d'audience, et ah bah tiens regarde là ils ont regardé un peu moins, faut changer le scénar. Je pense que ça c'est pas du tout ce que vous avez envie de voir, ça c'est certain. Non. Ils ont beau être très très proches de Snyder, sortir des films en plateforme, bon, à la limite peut-être qu'ils font des projections exceptionnelles quand il y a des gros blockbusters, mais c'est jamais dans tous les cinémas, c'est toujours et puis même je vais plus autant au cinéma depuis que je suis papa, mais j'ai bien l'intention. Ma carte, tu sais, je l'ai encore. Je la hais, je résilie pas. Hein. Je résilie, ça veut dire j'abandonne. C'est comme quelqu'un qui fait son abonnement au sport. On sait ce que ça veut dire. Et donc, moi, je kiffe le cinéma. Je kiffe le cinéma dans la salle de cinéma. Et du coup, Netflix, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du contenu. Justement, est-ce que ce serait pas le moyen à Netflix maintenant, après, je sais pas, ça fait 15 ans qu'ils existent, je sais combien de temps, de s'ouvrir au champ du cinéma? Il y a peu de temps que leur CEO disait quand même que limite le cinéma c'est quelque chose d'obsolète, quoi. C'était pas l'avenir, quoi. Donc ouais, mais entre eux ils veulent l'abonnement, mon ami. Hein. Entre avoir Warner Bros, le standing de Warner Bros et la capacité de distribution de Warner Bros, même si c'est obsolète et que tu as l'occasion de pouvoir avoir, tu prends. Mm-hmm. C'est comme si on te propose, c'est comme si on te propose je sais pas quoi, un Porsche et tu dis je peux mettre un billet, mais je le mets pas. Ah non, même si tu roules en Lamborghini, tu as le moyen d'avoir un Porsche, tu mets le billet. À voir. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le choix le plus sexy sur le papier, je trouve. En termes de qualité. En œil extérieur, quoi. C'est vrai qu'en termes de qualité, après Netflix, c'est merdique. Ils ont pas une qualité de production qui transcende. Je crois qu'il y a que le Scorsese qui était bien. Oui, parce qu'ils n'ont pas dû pouvoir lui mettre le pied sur la nuque. Parce que c'est un des grands patrons. Bah, c'est sûr, c'est un des grands patrons. Et je vais dire, écoute, ça va pas ou quoi. Non, Netflix, de temps en temps, t'as un truc qui sort du lot. Les séries, j'en regarde pas assez. Mais donc, je vais pas trop m'orienter. Mais sur les films, t'as de temps en temps un truc qui sort du lot, mais t'as quand même beaucoup de remplissage. Comme tout, je peux te dire sur Netflix, il y a des choses
moi j'ai voulu sortir un documentaire sur le CrossFit, donc c'est là que j'ai découvert qu'en fait moi j'ai tourné l'ours du documentaire, et ensuite en fait j'ai découvert qu'ils bossent complètement à la commande et que limite ils vont creuser sur le projet. Ok, fais-nous un film sur des fans qui voudraient que Snyder se remette à faire des films. Ouais, on peut faire un film là-dessus. Ouais, comment tu veux qu'il y ait un mec un peu typé et un gars avec des locks. Moi, on a fait un test. En fait, non, il nous faut un Suédois et un mec du Kazakhstan. Sinon, la test audience, l'algo dit que ça va pas le faire. Donc, c'est vraiment comme ça. Donc, ça, c'est le premier truc stressant. Mais surtout, l'un des trucs horribles avec Netflix, c'est qu'ils font des produits pour des gens qui vont regarder sans regarder. Et donc, dans la narration, qu'est-ce que ça impose ? Ça impose que dans les productions de Netflix, vous verrez la plupart du temps, et notamment sur les séries, il n'y a aucun sous-entendu dans les relations avec les personnages. C'est-à-dire que s'il y a un truc, genre s'il y a un rapport amoureux, par exemple, il y aura un « je t'aime » de prononcer pour être sûr que même dans ta cuisine, tu comprends tout ce qui se passe. Et ça, là, quand on a commencé à m'expliquer ça, je me suis dit, en fait, c'est donc pour ça que si tu as ce type de contraintes, que tu peux pas, en fait, aller plus loin. Tu peux pas supposer des situations, tu peux pas les induire. Ça te laisse rien à ton propre imaginaire, quoi, tu vois. Voilà. Ils ont lancé lancé peut-être pas, mais parce que moi j'utilise jamais la fonction, mais apparemment sur Netflix tu peux faire du visionnage accéléré. Ah ouais. Oui, c'est quoi, du coup, c'est quoi, tu vois des parties du programme ou tu vois le programme mais plus vite? Tu vois les audios WhatsApp quand ils sont trop longs? Oui. La même chose sur un film ou c'est vraiment l'insulte ultime au réal. Déjà, le regarder sur un smartphone, pour certains réals, c'est une insulte, comme Scorsese par exemple. Mais en plus dire en smartphone en accéléré, si ta merde elle est trop longue, je l'accélère. Non, mais à la rigueur Blade Runner 2049. Non, des fois c'est long. Ce sera comme si le film était un rythme normal. Non, en tout cas, pour finir, voilà, on a eu plusieurs signes. Il y a eu les posts des photos au moment de l'histoire de la revente. James Gunn qui commence à dire qu'il est pas au courant de quand est-ce que les choses sortent ou si ce sera toujours lui. Ça m'a choqué qu'il ose dire ça. Et qu'il a apprécié le Dark Side aussi. Ah oui, il avait aimé le Dark Side de Zack Snyder, donc pour une fois, même si je pense qu'ils se détestent pas les deux, mais de là à dire que ce sont de grands amis, ça j'en doute. Quand il dit ça me fait penser à la photo où il a perquise Zack dans les couloirs et il lui a demandé de faire un selfie. C'est la photo du fan avec la star en mode. Regardez, je suis avec toi. Donc moi tous ces en tout cas, je trouve c'est intéressant. On va continuer de creuser. Nous, on va sniper Twitter parce que c'est dans ces moments-là où les gens nous disaient passez à autre chose, bande de fous. Et on a dit non, on va creuser. Et finalement, il y a eu un petit miracle. Donc on sait jamais. Il y a un mini espoir. C'est vrai que je parle plus. Les gens, tu sais, même au sport, t'as vu tel film de super-héros? Non, j'ai pas vu en fait. Je suis traumatisé. Moi, je vais plus voir. J'en ai marre de voir des merdes. La pire chose qui pouvait arriver, c'était que à la base, c'était de ne pas avoir de Justice League. On en a eu un, et c'était de pas avoir de 2 et 3. On nous a dit tu n'auras pas de 2 et 3. Le mec que tu détestes, c'est lui qui prend les rênes. Je dis non, j'arrête, je démissionne en fait. Je vais voir, je vais peut-être m'ouvrir un auteur moldave ou russe. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se cache derrière le Covid ou la super-héros fatigue, alors que en fait, c'est la masse Snyderverse qui faisait leur succès. Parce que en vrai, depuis, et même ceux qui de loin regardent, et en fait, ils voient des personnes comme Souf, comme moi, qui n'y vont pas, ils se disent il y a un problème en fait. Donc, est-ce que je vais y aller? J'y vais, mais. Ouais, si même le gros il y va pas, c'est qu'il se passe quelque chose. De ouf. Tiens, en fait, il y a ce discours-là qui se joue, c'est qu'en fait, on connaît tous quelqu'un qui est pro Snyderverse, et du coup, si cette personne te dit qu'en fait le film n'est pas intéressant, que le film pourquoi y aller? Et finalement, à taper sur le Snyderverse, ils se sont tirés une balle dans le pied, parce qu'en fait, dommage collatéral. Parce que le grand public, c'est les gens du Snyderverse qui le ramenaient. Va voir Aquaman, il est incroyable. Va voir Wonder Woman, il est incroyable. Man of Steel, il est incroyable. BVS, c'est le meilleur film qui est sorti. Les gens se sont dit, j'y vais. Ils ont acheté les Blu-ray, ils ont dit. Et là, maintenant, tu dis que tu fais 40%. Ouais.
Bah, de toute façon, les indicateurs financiers, ils existent. Hein. Même, il y a encore les figurines haut de gamme qui coûtent la peau du cul. Elles sont sold out. Et en fait, ils continuent d'en rééditer. Il y a eu une nouvelle édition d'Henri Cavill et de Darkseid il y a peu de temps, là. Il y a dans le mois, je l'ai vu. Pareil, sold out. Et d'ailleurs, bon, ça, c'est peut-être carrément autre chose. Mais ça reste connecté. La Batmobile de BVS est disponible à la commande. Mais en vraie voiture, 600 chevaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens peuvent s'acheter cette Batmobile dans certains pays. Je sais qu'à Dubaï, ça existe. Au States, je sais pas s'ils autorisent ça à rouler. Mais bon, ça, c'est complètement ouf, ça. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la capacité de franchiser. Enfin, Warner, tu t'envoies un mail, tu expliques c'est quoi ton projet, ils te répondent sous 6 semaines. Et ils te disent s'ils acceptent ou pas de te franchiser, de donner une licence pour tel ou tel truc. Si Warner te dit, vas-y, je te donne une licence pour telle ou telle période, pour ça, c'est qu'ils savent en fait, ils savent que ça leur rapporte. Donc là, en fait, c'est vraiment un truc humain de je n'ai pas envie que lui fasse un projet et le sorte. Là, c'est vraiment de l'humain et c'est même pas, c'est au-delà du chiffre, c'est de l'humain. C'est cet humain-là. Moi, j'ai toujours tendance à dire, Zach, il rentre pas dans les codes hollywoodiens. Comme d'autres acteurs et réels qui ne rentrent pas dans le... Mais en fait, ils sont dans une position où ils se disent, vas-y, bah, tu veux pas rentrer dans le code, bah, on te fait pas bosser. Et du coup, tu vas jamais bosser. Mais c'est là où Zach, en fait, bah, mine de rien, il arrive quand même à s'en sortir parce que Netflix, parce qu'aujourd'hui, de la photographe, il arrive à proposer quelque chose ailleurs et ça va y avoir du succès. Bon, Rebel Moon n'a pas eu tant de succès que ça, mais Twilight of the Gods, ça a bien continué quand même sur Netflix. Et ça a fait son truc. Après, il faut dire quand même que l'après Justice League 2017, enfin Justice League, a quand même fait du tort visuellement, parce que tout le monde dit que c'est lui. Et après, comme par hasard, il sort un film 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, c'est la même chose. Il y a eu de la confusion et ça a créé de la confusion. Et ça, ils ont bien joué là-dessus aussi, sur cette confusion-là. Parce qu'ils ont quand même laissé son nom sur le film, sur la première version, raté. C'est fâcheux. Mais je pense que c'est plus de l'humain, parce qu'en fait, on sait que Non, la version étendue de BVS rapporte. Il y a combien de versions qui sont sorties tous les ans du DVD, tu vois, en Blu-ray, en 4K et compagnie. Ça ressort tout le temps. Donc s'il y a de la demande, s'il y a des gens qui viennent te demander une licence pour ce produit-là, c'est un distributeur qui vient te demander, c'est que les gens le demandent, c'est qu'il y a de la recherche. Si tu veux juste pas Snyder, c'est juste c'est humain. Juste c'est humain, il y a que les intérêts ne sont pas là. Surtout quand même produire une voiture, là, c'est quand même quelque chose. Hein. J'étais en train de rechercher le tweet, là, je le retrouve plus. Mais c'est mon nouvel objectif de vie, les gars. Une vraie Batmobile. Tu rentres dedans et tu... Attends. Alors, en plus, Batmobile. Le mec, il est déjà pas loin d'avoir une Batmobile, en vrai. Il déclare pas, mais... En plus, la clé, c'est le Merco. C'est-à-dire que c'est Merco qui fait ça. Non, mais c'est complètement incroyable. Je la retrouverai, c'est Blondie, là, tu sais, la blonde, là, on voit toujours les vidéos, là, qui testent les voitures. J'étais tombé là-dessus. Ok. Bon, bah, en tout cas, ouais, bah, c'était cool. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour des sujets. Maintenant, on va voir, on va se tenir informé, rester à l'affût et voir si on va vivre un 2019 à nouveau. Et puis quand ça sortira, moi les gens, Ellie, les gens me remerciaient. Hein. Je te jure, il y a des gens qui disent ah ouais, merci vraiment ce que vous avez fait. Au début, les gens se moquaient, et puis après, le machin est sorti, carton plein, les éloges de partout sur le film. Bah après, les gens ils vont passer un bon moment, tu vois, ceux qui ont suivi l'histoire, ils se sont dit putain, ça valait le coup quoi. Donc on verra. Je te parlerai plus en détail la prochaine fois. Tu pourras chercher sur internet, mais les storyboards de Justice League 2 et 3, ça vend beaucoup plus de rêves que. Mais d'ailleurs, il faut. Les storyboards 2 et 3 sont Infinity War et Endgame. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu de la d'espionnage industriel et que en fait les Justice League 2 et 3 ont servi à produire Infinity War et Endgame. Donc en fait, et voir Avengers ont été voir en fait Justice League 2 et 3. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire c'est peut-être ça ce qui se passe quand tu fais venir le premier réalisateur d'Avengers dans ta maison, peut-être qu'il a les yeux qui traînent, ouais. Ouais, bah ouais, mais bon après c'est
moi je mets toujours des pincettes là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a Jeff Jones qui semblerait qu'il ait fait fuiter les choses, parce qu'on n'a pas la vraie preuve, mais il y a quand même des trucs, le mec, on sait qu'il a voulu copiner avec Kevin Feige, et il y a certains, en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours eu entre Marvel et DC des points communs. Mais là, j'avoue, entre les storyboards et ce qu'on a vu dans Infinity War et Endgame, en fait, j'aime pas en parler parce qu'après les gens ils vont dire que je suis un rageux. Ouais, vous êtes des haters. C'est comme ceux qui disent ouais, t'as acheté la coupe. Mais en vrai, franchement, il y a des trucs effectivement qui ont été assez flippants. Bah, on verra. Rien que Civil War qui n'était pas prévu et d'un coup en fait ils ont vu BBS, ils se sont dit vas-y faut faire quelque chose en réponse. C'était Civil Captain War. America 3 ouais, à la base qui devait se faire. Et puis ils l'ont transformé en Civil War quand ils ont vu la réponse face à l'accueil l'accueil de l'annonce de BVS. Quoi. BBS. Ce jour-là quand ça a été annoncé, mais ça a fait un séisme. Ah d'ailleurs, il y a Joe Manganiello aussi qui a retweeté des trucs sur son Deathstroke. Ça se voit que lui, il est toujours on board, il aimerait bien. Non, regarde, tu l'as pas vu la carrière récemment de Joe Manganiello? Regarde. Tu m'étonnes qu'il est chaud, le frère. Moi aussi, je suis chaud. Il a annulé son retweet. Il a annulé son retweet parce qu'en fait, il y a James Gunn qui lui a proposé un truc Deathstroke aussi. Arrête. Ah. Je te prends. Mais quand? Ah. Parce que c'était récent là, c'était vraiment tout frais. Hein. Il l'a annulé, il a enlevé son retweet. Ah putain, il est parti s'asseoir. Il a mangé à la cantine avec Jason Momoa. Yeah, Jason Momoa, il a dit Coyote, on s'en va les couilles. De ouf. Parce qu'en fait, il avait retweeté le Vendée Warner Bros à Netflix, ça tout d'un avec une image de Deathstroke et au final, en fait, il a annulé le retweet. Tu sais, Jason Momoa, il a été comme Matthew McConaughey dans le Loup de Wall Street. Fuck the clients. Si vous vous rappelez de ça. Tout ce qui compte, c'est l'oseille. Bon, bah écoutez, c'était cool. Pour finir, est-ce que tu me permets, Elie, de t'emprunter ce que tu fais sur ton podcast quand tu finis par une recommandation? Vas-y, je t'en prie, avec plaisir. Parce que Elie fait des podcasts sur le monde du CrossFit et il aime bien finir par un truc et je trouve ça cool. Donc je te l'emprunte pour aujourd'hui. Mais je vous laisse commencer. S'il y a quelque chose que vous aimeriez recommander, qui soit pareil, ça peut être super-héros ou pas, ça peut être du film culturel, film, BD, livre, jeux vidéo. S'il y a un truc que vous suivez en ce moment, lâchez-vous. J'avoue. Toi, t'es un daron fatigué, ça se voit. Hein. Non, en vrai, j'ai un gros truc à lire et c'est un projet d'ici qui me tient à cœur que j'ai envie de sortir et là en fait c'est vraiment un truc, c'est lisez Vixen et voilà. Mais c'est qui Vixen? Parle-en vite fait quand même parce que là Vixen, c'est un personnage d'ici, c'est un personnage secondaire, vraiment secondaire, qui a des pouvoirs liés à une amulette. Et vraiment, je me suis plongé dedans parce que j'aime et que j'ai envie d'aller vers ce personnage un peu plus, qui est aussi qui a une certaine, elle est afro-américaine, mais du coup, c'est l'un des rares personnages noirs qu'on a chez DC. Et du coup, il y a Cyborg, il y a John Stewart. N'allez pas voir Lanterns, ne regardez pas Lanterns. De toute façon, il va pas sortir. Hein. Lanterns ne sortira pas. Et Aaron Pierce, c'est son premier échec commercial. C'est bien fait pour lui. Il aurait pu être bankable. Aaron Pierce, c'était toi le nouveau Michael B. Jordan. Mais tant pis. Mais Vixen, lisez Vixen et regardez un peu ce qui tourne autour de Vixen. Ok. Ok. Alors, moi, pour rester dans l'univers des super-héros, même si ça sort un petit peu de chez DC, moi, il y a un autre univers dont je suis potentiellement assez fan, c'est l'univers des Tortues Ninja. Okay. En plus, on a fêté là aux États-Unis, ils ont fait la ressortie du film original qui est de 89, je crois, si je dis pas de bêtises, là, qui ressort maintenant, qui devrait être vu de tous parce que c'est vraiment une balle atomique. Mais il y a une grosse rumeur en ce moment sur la potentialité de la création d'un film Tortue Ninja autour d'un arc narratif qui s'appelle l'Astronaut.
ok, et qui viendrait du coup suivre les aventures d'un seul des 4 frères, qui serait, pour des raisons qu'on ignore, il faudra lire l'histoire et regarder le film, du coup le seul survivant de la fratrie. Et donc, ce qu'il y a de cool, même si en France et en Europe c'est pas très connu comme arc narratif, Last Ronin, c'est que c'est un peu l'équivalent de Old Man Logan, dans le monde des Tortues Ninja, et qu'on peut trouver assez facilement, des screens des BD dans leur version originale, si tant est qu'on ait du mal à les trouver dans une version française ou en France tout bêtement. Et donc voilà, si vous aimez un petit peu cet univers, allez-y. En plus il y a pas mal de twists et tout, c'est pas mal branlé. C'est un peu c'est entre Old Man Logan et le The Dark Knight, c'est version bande dessinée, tu vois, de Batman dans l'univers des Tortues Ninja. Et du coup ça peut vous créer peut-être la culture de base qui vous aidera à plus savourer le film et du coup à comprendre à partir de quoi il est construit, quoi. Comme Old Man Logan, c'est un bon film, mais quand tu connais la bande dessinée, t'arrives à faire le tri entre ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont laissé sur le côté, etc. Et quelque part, tu kiffes tout autant. Voilà, c'est Marocco. Ok, cool, merci. Ouais, j'ai entendu parler de Last Ronin. Je l'ai mis. Ça fait un moment qu'il est sur ma liste de trucs à lire. Après, j'ai un peu oublié, mais il paraît que c'est vachement bien et tu m'as donné envie de. J'ai essayé de me remettre dedans parce que j'en ai toujours entendu du bien, Last Ronin. Apparemment, c'est un peu le phare de chez Tortue Ninja, quoi. Ouais. C'est récent. T'as un premier opus, et puis ensuite ils en ont fait un petit peu d'autres autour. Je pense que le premier opus est le plus important à lire pour capter le truc. Et voilà. Et puis c'est sympa. Et puis même si les Tortues Ninja a ce truc de spécial, que finalement l'univers du dessin animé et l'univers des films Tortues Ninja finalement était bien plus loin que le vrai succès de la BD. Mais du coup c'est intéressant d'aller regarder, d'aller chercher. C'est un peu comme Constantine. Aujourd'hui c'est hyper connu du grand public, ou relativement connu du grand public. Le comic c'est beaucoup plus confidentiel, mais pour autant il est très bon. Donc voilà. Ok, c'est cool. Chez Tortue Ninja, c'est qu'à la base c'était une parodie. Ouais. L'univers est une parodie de base et en fait ça a pris et c'est devenu quelque chose de sérieux. C'est ça qui est lourd. Mais j'aime bien le crossover d'ici Tortue Ninja avec Batman. Ah ouais, il était pas mal. J'aime bien. Ok. Moi, si je fais le gourmand, j'ai 2 trucs. Je pense quand même vachement connu, mais je le dis quand même. Il y a The Studio de Seth Rogen sur Apple, qui est vachement bien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais pour ceux qui aiment quand t'aimes le cinéma, tu peux que kiffer. C'est hyper drôle et ça sent le vécu quand même. Même s'il y a forcément beaucoup de fiction, mais quand tu t'intéresses un peu, nous on s'est beaucoup intéressé au behind the scene de Justice League. On a vu comment ça peut être chaotique, mais après, moi j'adore regarder des films ou des documentaires sur des réalisations de films et tu te dis mais putain, mais c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils vivent. Et The Studio, je me suis bien marré. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. J'ai vu les 2 ou 3 premiers épisodes pour l'instant et c'est une vraie régalade. C'est très très bon. C'est un côté un peu entourage dans le sens où c'est de la réalité fiction, quoi. Les gens jouent leur propre rôle et tout dans cette industrie. Et et c'est très très bien fait. Moi je le regardais ils en sortaient un chaque mercredi. C'était mon petit kiff du soir quand bébé allait se coucher. Et au bout d'un moment, c'est devenu, je la déposais à la crèche, je rentrais, je commençais ma journée par ça. Je dis, allez, juste une demi-heure, je travaille après. Donc voilà. Et il y a autre chose, il y a sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Mo, M-O. C'est un humoriste américain qui s'appelle Mo aussi, Mo de Mohamed, et qui a une histoire intéressante parce qu'il est réfugié palestinien, mais qui a grandi donc au Texas. Il a été dans une situation assez compliquée parce il a pas eu sa nationalité avant de nombreuses années. Parce qu'il était adulte quand c'est arrivé. Je me rappelle plus de tous les détails parce que ça fait un moment que je l'ai vu. Il y a 2 saisons, c'est assez rapide et ça s'inspire de sa vie. Pareil, forcément, il y a de la fiction, mais finalement des choses dont il y a aussi ces one-man shows qui sont dispo sur Netflix. Et ce qu'il racontait dans ces one-man shows, tu le revois un peu dans la série. Il a aussi de la famille qui est sur place et donc qui sont au cœur de l'actualité, qui est pas très jolie et qui est plutôt triste au Moyen-Orient. Et j'ai apprécié la première saison. Et puis la deuxième saison, autant il y a des blagues qui tombent un peu à l'eau, des trucs, mais
En fait, c'est intéressant parce que tu as vraiment le point de vue de quelqu'un qui vit ça à distance, parfois même sur place. Et j'ai trouvé une certaine émotion dans le traitement de certains sujets, même dans la culpabilité qu'on peut ressentir, que ce soit pour cette guerre actuelle ou dans même d'autres souffrances dans d'autres parties du monde. Je veux pas faire le mec bon samaritain, mais je sais pas si vous des fois vous dites pas, t'as presque une petite culpabilité à dire moi j'ai à manger, à boire. Quand tu vois des trucs, tu dis putain moi j'ai de la chance quoi. En fait, je suis vraiment bien là où je suis. Et ouais, la saison 2 m'a ému parce qu'il y a un peu cette question de la culpabilité qui est gérée par rapport au fait de tout le temps voir des choses sur les smartphones et tout. Et ouais, le dernier épisode, je dirais pas, mais moi forcément, il m'a en tant que musulman moi-même, il m'a impacté. Et le mec, il a un clivage de ouf parce qu'il a grandi au Texas. Il a pas grandi dans un endroit qui est réputé pour bon, vous m'avez compris. Et entouré de ses meilleurs amis, enfin sa femme, lui il est musulman, sa femme est latina, chrétienne, son meilleur pote est afro-américain. Donc voilà, il y a un truc que je trouve qui est vachement intéressant dans l'acceptation de l'autre et en même temps c'est fun quoi. Donc mot tout court. Ça se trouve sur Netflix. Ok les gars, bon bah c'était cool, merci pour cet épisode et puis s'il y a encore quelque chose que vous voulez rajouter, c'est maintenant, sinon je pense qu'on va se dire bonne nuit. On est tout bon. On est bon. Merci à toi pour l'accueil, pour ce temps d'échange. Avec plaisir. C'est cool d'échanger, de rigoler. On croise pour comme il disait Tyrese dans Fast and Furious 2, Ejectocito. On espère là, plusieurs même que ça sorte. De ouf. Ok les gars, merci, bonne soirée. Merci à toi. Ciao.